Marilène Patoumatis, vous êtes spécialiste de l'homme de Néandertal et archéologue de terrain. Que pouvez-vous nous apprendre sur le mode de vie de Néandertal? Tuait-il ses semblables? Pratiquait-il des sacrifices humains? Faisait-il la guerre? Alors c'est intéressant de vivre en ce moment, si j'ose dire, parce que nous avons des moyens d'investigation, donc du matériel archéologique que nous sortons lors des fouilles, qui nous permettent d'aller assez loin dans la compréhension de leur comportement. Parce que c'est évident qu'on ne raconte pas des belles histoires, comme ça dans l'imaginaire, on ne fait pas des romans préhistoriques. On s'appuie sur du matériel sorti de fouilles et de leur analyse. Donc maintenant, on a vraiment une idée plus précise de leur comportement, notamment leur comportement de subsistance, c'est-à-dire comment ils vivaient, au jour le jour. Déjà, la première chose à laquelle on s'intéresse, c'est évidemment qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils faisaient. Alors ce sont des hommes qui sont dans la nature, et vivent dans ces périodes, ils ont vécu en tout cas dans ces périodes, à la fois des périodes froides et des périodes plus tempérées, donc en Europe, et ils vont mener une subsistance tout à fait à l'aise. Les gens parlent souvent de survie. Non, les hommes préhistoriques, quels qu'ils soient, même nos ancêtres, ils n'ont pas survécu, ils ont vécu. Et ce sont donc des hommes qui vivaient de produits sauvages, dans la nature, de la nature, sont des prédateurs, dans le sens qu'ils prennent sur la nature, ce ne sont pas des producteurs comme seront plus tard les sapiens avec la domestication des animaux et des plantes. Eux, pas du tout. Eux, ils sont en relation avec le milieu naturel, le milieu sauvage, et ils vont tout tirer, pour leur mode de vie, tout tirer de ce milieu. Et ça, c'est important. C'est important parce qu'évidemment, leur perception du monde est différente de la perception du monde qu'auront les néolithiques quand ils vont domestiquer, s'approprier la nature. Et donc là, on est dans un autre système, un autre monde. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire de la cueillette. Il ne faut pas penser, même si ce sont des gros mangeurs de viande, comme le montrent les analyses biogéochimiques, ils vont quand même manger aussi beaucoup de végétaux. Ça aussi, c'est récent. On a vraiment des preuves. Donc, ils vont manger beaucoup de graminées sauvages. Ils vont faire la collecte, c'est-à-dire qu'ils vont sûrement ramasser les œufs des oiseaux, les insectes, etc. Et bien sûr, ils vont manger de la viande. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Comme d'ailleurs les premiers hommes modernes, ce sont des gros mangeurs de viande. Ils ont une alimentation à certains moments qui est presque identique à celle du loup. Donc, pour se procurer cette viande, il y a des animaux, il y a deux moyens, on va dire. Soit on pratique un charognage, c'est-à-dire qu'on va prélever sur des carcasses d'animaux morts, ou bien vous avez bien sûr la chasse. Et donc personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur ces comportements des chasseurs, et on s'aperçoit que c'est incroyable, parce que leur armement, en fin de compte, il est rudimentaire. Alors eux déjà, au niveau de l'artisanat, qu'est-ce qu'ils font? Quels sont leurs outils et leurs armes? En fin de compte, ils font quelque chose qui est sensationnel, c'est-à-dire qu'ils vont inventer une nouvelle technique pour tailler les outils. Une technique qu'on appelle au cinéma savon, technique Levallois de débitage, et pourquoi c'est si fondamental? Parce qu'elle nécessite de nombreuses capacités cognitives. Et donc, pourquoi c'est important? On part d'une pierre brute, on arrive à un outil fini, par un enseignement de gel, donc successifs, qui amènent à cet outil. Donc ça veut dire, vous voyez, toute une chaîne opératoire. Et on voit que, voilà, on a cette pierre brute qu'on a ramassée, et on arrive, je veux un racloir, je finis avec mon... Et pour ça, il faut que j'enchaîne les gènes. Ils l'ont fait, ils l'ont répété, etc. C'était quelque chose de vraiment abouti. Donc ça, c'est une invention importante. Alors, ce débitage de valeur, entre autres, parce qu'ils ont d'autres... Ils sont vraiment ingénieux, ils sont des grands artisans aussi de la pierre, et d'ailleurs aussi du bois végétal. Et donc, ils vont faire des outils et des armes. Des outils pour découper les végétaux et découper la viande, parce qu'il faut bien des outils, des couteaux, il y a des couteaux en silex. Et puis aussi quelques armes. Alors l'armement, là, c'est très réduit. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des bolas, c'est-à-dire des pierres, vous voyez, qu'on assemble par un lien, qui peut, en tout cas c'est une supposition, être utilisé pour capturer des chevaux. Il y a les épieux en bois. Alors donc c'est des morceaux de bois qu'on épointe et puis qu'on peut durcir au feu parce qu'ils connaissent le feu. C'est leurs prédécesseurs, les Arctus, qui ont inventé, maîtrisé en tout cas le feu. Eux, ils le connaissent. Donc ils peuvent durcir leur pointe. Ils ont aussi bien sûr des couteaux, des armes d'estoc, c'est-à-dire des couteaux, un manche en bois, une pointe par exemple moustérielle, etc., une pointe en pierre. Et ils ont aussi des lances
qui là aussi une grande hampe, hein, avec une pointe, qui peut être aussi une pointe en pierre. Et donc c'est tout. C'est-à-dire que ça veut dire que quand on voit ce matériel-là, c'est des chasses qui sont quasiment, on est quasiment obligé pour ces chasses d'être très proche de l'animal. Donc, plus on est proche de l'animal, moins on a de succès. Parce que l'animal n'est pas fou. Hein. Surtout qu'eux, c'était, quand on voit leur alimentation basée sur l'animal, qu'est-ce qu'on retrouve comme gibier? Il y a des chasseurs de chevaux et il y a des chasseurs de bisons. Il y a des chasseurs de rennes. Bref, ils ont des traditions comme ça synégétiques, de chasse. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est des animaux de grande taille. Et on regarde leur armement, on se dit, mais c'est pas possible, comment on peut faire? Alors il y a deux choses. Premièrement, déjà, ils ont, au niveau de leur anatomie, on n'en a pas parlé encore, leur anatomie des Néandertaliens, c'est quoi? Je vais résumer d'une façon très brutale, ce sont des petits trapus. Voilà, ils sont extrêmement puissants, ils ont des os très robustes, ils sont extrêmement puissants, ils font au maximum 1,65 m pour les hommes, et donc vraiment trapus, très 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 musclés. Et ils ont quelques différences avec nous, au niveau, bon voilà, pour reconnaître un Néandertalien, bon, il a les orbites un petit peu, au-dessus des orbites, un petit peu, des bourrelets un peu forts, et notamment, comme il n'y a pas le petit creux entre les deux yeux, ça leur fait comme une visière de casque. Ils sont un petit peu prognates, ils n'ont pas de menton vraiment accentué, et ils ont une tête, si vous voulez, qui est, nous on est plutôt du style rond, et eux ça va être de forme allongée, l'occipital est bien allongé, donc un peu un ballon de rugby. Donc voilà, on reconnaît bien sûr un Néandertalien, mais pas autant que ça. Je pense que bien habillé tout dans le métro, personne ne se retournerait sur lui. Et ils ont dans leur anatomie une possibilité intéressante, c'est le fait que probablement, d'après mes collègues paléanthropologues, probablement ils pouvaient lancer de plus loin, donc leurs bras le mettre plus loin pour pouvoir lancer en fin de compte leur arme. Et ça c'est intéressant parce que c'est fait comme en fin de compte un levier, et le levier ça sera inventé par les Cro-Magnons, par les Sapiens, c'est ce qu'on appelle le propulseur, qui permet de propulser la sagaie. Eux en fin de compte, ils gagnent sur de la distance par rapport à l'animal grâce au fait qu'ils peuvent se lancer de plus loin au niveau de leurs bras leur arme. Donc c'est presque, je dis toujours que le propulseur était obligé, Sapiens est obligé de l'inventer, alors que Néandertal il a déjà le propulseur dans le bras, si je veux dire. Et ça c'est intéressant parce que ça permet de tirer de plus loin et de toucher l'animal, et notamment que cette pointe de projectile pénètre dans l'animal. Parce qu'il ne faut pas que la pointe, le projectile l'effleure, parce que sinon il continue à courir et vous dépensez beaucoup d'énergie. Donc voilà, mais ça ne suffit pas. Et on s'est aperçu, en analysant les sites archéologiques, qu'en fin de compte, il y avait des stratégies. C'est-à-dire que c'était un chasseur avec des stratégies de chasse, et qu'il utilisait notamment l'environnement. Donc il va prendre par exemple des endroits, des vallées étroites, il va prendre des endroits escarpés, donc il va piéger vers des marécages ou vers des fondrières des animaux, et là ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on voit que toute sa stratégie, elle est basée sur cette connaissance à la fois du gibier et à la fois de son environnement pour pouvoir les chasser. Mais ça suppose aussi, et ça montre aussi, que c'est collectif. C'est-à-dire que la chasse, en fin de compte, c'est très intéressant parce que ça nécessite, là aussi, un comportement social, on va dire, basé sur la coopération. Parce que ce n'est pas tout seul que vous allez chasser des bisons ou chasser parfois même des mammouths. Donc là, ça c'est intéressant. Et on voit grâce à ces comportements, en fin de compte, que déjà, il est vraiment très proche de nous. Dans ce type de comportement. Il sera très proche des... Il n'y a pas de différence entre lui et les Cro-Magnons, on appelle familièrement les Cro-Magnons, c'est-à-dire les premiers hommes modernes. Sur ce domaine-là, c'est un grand chasseur, il maîtrise tout ça. Mais la deuxième chose aussi qui est importante de voir, c'est qu'il perçoit, dès cette époque-là, notamment vers 350 000 ans, à partir de 350 000 ans, il chasse ces grands mammifères et il perçoit dans cet animal un ensemble de ressources. C'est-à-dire que l'animal n'est pas seulement un aliment, par la viande, par le gras, par tout ça, mais aussi d'autres ressources. Parce que l'homme a besoin de tout et doit le trouver dans la nature. Et
il faut bien se vêtir, par exemple, ou faire des campements avec protégés avec des peaux et tout ça. Donc il faut de la peau. Donc il va avoir dans l'animal, non seulement sa nourriture, mais aussi la peau dont il a besoin. Il va prendre tout, les nerfs, les ligaments, les tendons, tout ça pour faire des fils, les ficelles, les collets, etc. Il va récupérer des os pour, par exemple, les faire brûler, parce que parfois, on n'a pas toujours beaucoup de branches et tout. Donc, pour alimenter le feu, le foyer, il va utiliser des os qui vont faire beaucoup de fumée, donc il va pouvoir fumer sa viande aussi. Donc, il va tout récupérer. Et là, c'est important de voir que, comme pour l'outillage, quand il taille un outil, là, quand il dépaisse un animal, il suit toute une chaîne opératoire pour pouvoir récupérer, sans altérer, donc, tous ces éléments. Au vu des dernières fouilles, quelle est la place des femmes dans la famille de Néandertal ? Eh bien, en fin de compte, on pense qu'au niveau de la structure, déjà, ce sont des petits groupes, ça on le sait, parce que, si vous voulez, cette économie qu'on appelle la prédation, donc ce mode de vie de chasseur-cueilleur, elle ne peut être viable que si elle est faite avec des petits groupes. Hein. C'est-à-dire que, voilà, qui peuvent se rassembler, par exemple, pour une grande chasse, on va un peu rêver, une grande chasse au mammouth, on peut les imaginer se rassemblant. Mais ce sont des petits groupes, 30, 50, voilà. Et donc c'est un système qui est basé sur, en fin de compte, il n'y a pas de hiérarchisation évidente, en tout cas. Chez les Néandertaliens, on n'a pas de preuve, il n'y a pas de tombe riche et de tombe pauvre. Hein. C'est-à-dire quand on trouve des sépultures, parce qu'ils enterrent leurs morts, hein, il y a parfois des offrandes, entre guillemets, nous on appelle ça comme ça, mais on a des objets, etc. Et on ne voit pas, voilà, il y a aussi bien des enfants, des femmes, des hommes qui sont enterrés, et on voit aussi des objets avec eux, il n'y a pas de distinction. Donc il y a une certaine, probablement, équité, en tout cas, si ce n'est pas une égalité, et on n'a pas de différence marquée, donc, de chef. Et ça, c'est une première donnée intéressante. La deuxième donnée, c'est probablement qu'au niveau de la reproduction, de l'accouplement et la reproduction, là, on peut envisager qu'en fin de compte, c'était quelque chose où tout le monde va un peu avec tout le monde. Parce que ce qui compte, c'est en fin de compte la descendance. Et ça, c'est clair que pour qu'il y ait du succès, bon voilà, on ne va pas dans ces petites communautés, en plus, voilà, et on ne se reproduit pas au sein de sa communauté, on va à l'extérieur. Et ce qui est intéressant, justement, en parlant des nouvelles méthodes avec l'ADN ancien, on a montré que peut-être, en tout cas certains d'entre eux, ont été patrilocales. C'est-à-dire que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'homme reste dans son clan et c'est la femme qui part ailleurs. Et ça, c'est intéressant comme donnée. Et la femme locutrice, à la fois donc, du langage, donc qui va transporter, si je veux dire, s'il y avait des dialectes, supposons, on peut rêver, donc amener un dialecte ailleurs, dans un autre clan, et aussi certaines, peut-être, traditions culturelles. Donc elle transmet. C'est quand même ça très important. Et donc elle a montré que elle était dans ce cas de figure. Donc on peut très bien imaginer, si vous voulez, pour qu'il y ait du succès dans la descendance, et il y en a eu parce qu'ils ont vécu très longtemps, que en fin de compte, il y avait vraiment il n'y avait pas du tout de structure familiale, au sens où on l'entend. D'abord, la famille, c'est tardif, le terme vient des Romains, qui d'ailleurs, dans la famille, il y avait aussi les esclaves, hein, entre nous soit dit. Donc, c'est vraiment quelque chose, ce type famille, probablement, c'était une notion qui n'existait pas. Mère, oui, donc probablement matrilinéaire, parce qu'on sait toujours d'où vient le bébé. Il sort du ventre de la mère. Par contre, la paternité, c'est une vraie question, et probablement que peut-être l'homme ne savait pas dans quelle mesure il était impliqué, donc voilà, dans ce bébé, par exemple, qui vient de naître. Quel homme d'abord, et ensuite, bon, ils ne savent pas forcément, parce qu'il y a un délai de 9 mois, hein, donc forcément on ne voit pas peut-être la relation, donc c'est un peu un mystère. Hein. Vous savez, encore récemment, certains pensaient que, tiens, cette personne est enceinte parce qu'elle a été se promener près d'une rivière, elle a rencontré un djinn, qui, voilà. Bon, vous voyez, comme quoi tout est dire aussi.
Donc on est dans ce système, c'est pour ça que l'histoire du mariage, tout ça, ça n'existait pas, ça c'est la vision. Quand j'ai pu lire des choses extravagantes comme le mariage a toujours existé, non. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit sur nos ancêtres. Et donc voilà, on est dans ce système-là, probablement donc une société où il n'y a pas, en tout cas mis en évidence, de division sexuée du travail. Parce que ça a été avancé. Pourquoi ça a été avancé? Parce qu'on a basé ça sur une vision du 19e siècle. C'est-à-dire que, évidemment, quand on a calqué le mode de vie de ces préhistoriques, on a regardé ce qui se passait aussi dans les tribus, dans les sociétés, notamment bourgeoises, donc on a mis un petit peu de côté le rôle économique de la femme en la mettant dans la cueillette, en la mettant dans la grotte pour faire le ménage et pour la reproduction, enfin je caricature, alors que probablement non, c'est des tâches qui devaient se partager peut-être, comme j'ai pu le voir, moi, chez les Bushmen du Kalahari, chez lesquels j'ai eu la chance de vivre pendant 3 mois, où, en fin de compte, il n'y a pas de chef, il y a un chef momentané, c'est-à-dire qui a une fonction très, très précise, à un moment très précis, et puis après, ça change. Donc, peut-être qu'à certains moments, le plus âgé prenait des décisions pour partir ou pas, le plus fort à la chasse. Et là, pour la chasse chez les Néandertaliens, je ne suis absolument pas convaincue que les Néandertaliennes ne chassaient pas. On a vu des humérus donc de néandertaliens, on a vu d'après les études qu'il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes, toujours un peu plus robuste, mais ça c'est normal, mais proportionnellement, il y avait toujours un bras plus développé que l'autre. C'est-à-dire qu'on regarde l'insertion musculaire, le développement, cette insertion, et on peut savoir si c'était beaucoup de muscles autour de cet os ou pas. Et on s'aperçoit que donc déjà les Néandertaliens, il y avait des droitiers et des gauchers, et qu'il y avait un bras qui lançait. Donc il y avait un bras qui avait plus de mesures, et on a fait des études avec les Jeux Olympiques, enfin les lanceurs de javelot, on a comparé, c'est la même chose. Donc les droitiers et les gauchers, et chez les femmes on a la même chose, donc ça veut dire qu'elles lançaient. Alors, elle lançait pas, je ne sais pas où elle lançait forcément un projectile, parce qu'on peut tout imaginer. Et donc là aussi, et pourquoi on est dans cette vision de la femme comme ça très réductrice? Parce que, en fin de compte, là aussi, on est dans ces débats-là, on est au début du 20e, bon, 19e et début du 20e et tout, et là, c'est une société quand même qui est très patriarcale. Donc on a une espèce comment on peut dire, on va calquer en fin de compte, ou décalquer plus exactement le mode de vie de l'époque sur ceux des Néandertaliens, alors qu'il y a rien ne prouve, mais même pour les sapiens, pour les Cro-Magnons, personne ne peut me dire que les peintres de Lascaux sont des hommes. Ça peut être des femmes. Il n'y a rien qui prouve que ce sont des femmes, il n'y a rien qui prouve que ce sont des hommes. La même chose pour les tailleurs. Quand vous voyez des films et tout, ceux qui taillent les outils, on vous met toujours des hommes. Alors qu'actuellement, je peux vous dire qu'il y a des archéologues féminins qui taillent les outils d'une façon remarquable. Donc, mais ça, on est encore, même maintenant, regardez tous les films, on voit ce sont toujours des hommes qui font soit la chasse, soit la taille des outils, soit les peintres de Lascaux. Non, on peut mettre des femmes, mais donc ça perdure, c'est difficile. Alors, revenons-en aux Néandertaliens, rien ne prouve donc qu'il y avait une division sexuelle des tâches. Ça, c'est quelque chose d'important. Probablement, là aussi, que la notion d'orphelin, etc., n'existait pas, mais ça aussi, on a vu ça encore récemment dans les périodes historiques, dans d'autres peuples, dans d'autres régions, parce que là aussi, c'est pris en charge. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très collectif, de très équitable, où la solidarité, la collaboration est importante. C'est pas parce qu'ils sont des bisounours, qu'ils sont plus gentils que nous, parce qu'on dit oh là là, c'est une vision, l'âge d'or. Non, c'est simplement que c'est un système économique qui nécessite ce système de structure sociale pour que ça vive, pour que ça tienne. Sinon, ça ne peut pas tenir. Donc, et en plus, je vais vous dire, sur la solidarité et l'empathie, on a même des preuves. Parce qu'on a des sites où on a trouvé des squelettes. Et ces squelettes montrent que ces personnes étaient très handicapées, parfois même de naissance, et qu'elles n'ont pas été éliminées. Elles sont mortes à 45-50 ans, ce qui est vieux. Donc, elles ont été prises en charge par le groupe. Donc, il y a une solidarité. Donc, je pense que là aussi, c'était, une fois de plus, c'est les préjugés qui viennent de la culture actuelle, qui quand même reste encore très machiste quand même.
Vous venez de faire allusion aux peintures de Lascaux dues à l'homme de Cro-Magnon. Pouvons-nous dire que l'homme de Néandertal a une fibre artistique? Là aussi, le problème de l'art, ça fait couler beaucoup d'encre, c'est un peu comme le langage, parce que là aussi, les espèces de préjugés, d'archétypes, en fin de compte, celui qui fait de l'art, c'est Sapiens. Et là, en ce moment, ça bouge beaucoup. Pourquoi ça bouge? Parce que déjà, on a constaté dans nos découvertes que, premièrement, Néandertal ramassait des objets insolites qu'il n'utilisait pas. Il les collectait, il mettait dans son habitat. Je pense à des fossiles. Il ramassait des ammonites, des trilobites. Vous voyez, comme moi. On a beaucoup maintenant de sites où on s'aperçoit qu'il récupérait de l'ocre. Et là, la question se pose, parce qu'on voit qu'il a gratté pour en faire la poudre. Qu'est-ce qu'il faisait avec? Tout de suite, on peut imaginer pour cette poudre, peut-être utilisée pour des tatouages. Ça a été proposé. Et donc pour moi, et ça c'était proposé il y a très longtemps, enfin au XXe siècle. Et en fin de compte, ça m'a toujours fait un petit peu sourire, parce qu'ils vous disent ça, oui, il devait faire des tatouages, mais c'était pas Lascaux. Attendez, un tatouage, ça peut être, c'est une œuvre d'art. Ça peut vraiment être considéré comme une œuvre d'art parfois. Donc déjà, vous voyez, pourquoi dire non? Parce que les peintures corporelles, on a beaucoup d'exemples, hein, c'est extraordinaire. Donc voilà, on a dit peut-être qu'il faisait ça. Et après là, on a découvert récemment qu'il récupérait les serres de rapaces. Donc probablement, là aussi, qu'est-ce qu'il en faisait? Des parures sur les vêtements, ou bien peut-être sur des cérémonies rituelles, donc des choses intéressantes. Et les plumes d'oiseaux, parce qu'on s'aperçoit que comme les cerfs comme les plumes, c'est pas n'importe quel oiseau. Ce sont des oiseaux qui ont un symbole fort. Par exemple, l'aigle, beaucoup les rapaces, l'aigle et le vautour, par exemple. Donc, là aussi, d'un seul coup, on commence à ouvrir des petites fenêtres sur le fait que peut-être, c'est peut-être pas, voilà, le côté symbolique de sa vie. On a vu qu'au niveau de sa vie domestique, de subsistance, il était super, ça, plus personne comme le remet en cause, hein. Mais le côté symbolique, ce qui fait un peu l'humain quand même, il faut dire, il y avait encore des réticents, et en fin de compte, voilà, on découvre ça. Donc, et puis, on sait que les derniers Néandertaliens ont fait des parures, ont gravé quelques traits sur des objets, soit sur des pierres, soit sur des os, et même là on vient de trouver sur un sol, dans une grotte, donc ils ont fait ces traits. Alors, bon, peut-être qu'il y avait déjà cette notion d'artistique, mais vous savez, le mot art c'est très récent, hein, pour moi je n'aime pas appeler artiste, parce que je pense qu'à ces périodes-là, comme encore récemment, là aussi dans certaines contrées on a ce symbolisme très fort derrière la pièce. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est plus la façon, l'enchaînement pour aboutir à cette pièce, donc la façon de le faire, et ce qu'on met derrière, que l'objet lui-même. C'est-à-dire cette notion d'appropriation est quand même très différente. À mon avis, était sûrement très différente à cette époque-là. Bref. Et donc on trouve tout ça, alors d'un seul coup on se dit, oh là là, c'est un peu plus compliqué qu'on ne le pensait dans leur tête, etc. Donc un peu plus de symbolisme. Et puis surtout, il y a des preuves sur des parois dures, sur des choses qui se fossilisent, d'accord. Mais il y a aussi, on peut envisager qu'il y ait des créations, voilà, des dessins, des gravures, des sculptures sur des objets qui ne se conservent pas. Par exemple, sur la peau d'animaux. Moi, je connais certaines tribus indiennes qui faisaient leur art uniquement sur des peaux de bison. Donc, archéologue, je fouille leur campement, je dis, ces gens ne font pas d'art. Sans parler de l'art éphémère sur le sable. Et puis, autre chose aussi, si je regarde du côté végétal, les Néandertaliens ont beaucoup travaillé le bois végétal. On le sait d'après la trace qu'on a, des microtraces qu'on voit au microscope sur leurs outils. Beaucoup, ils ont fait des armes en bois, etc. Beaucoup. Mais pourquoi pas imaginer ces écorces qu'ils enlevaient pour pouvoir après prendre le bois. Imaginez, ils peuvent très bien faire, comme beaucoup d'aborigènes d'Australie l'ont fait, faire une peinture sur les écorces. Et nous, archéologues, là aussi, rien, pas de preuve. Donc, il faut bien sûr être très prudent, mais l'absence n'est pas une preuve, et encore moins la preuve de l'absence. Donc on peut dire que, par exemple, les sapiens, les Magdaléniens ont peint Lascaux, mais on ne peut pas dire que les Néandertaliens n'ont rien peint.
On ne peut pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je ne dirais jamais qu'ils n'ont pas. Je ne sais pas. Mais toujours dit, il faut se méfier. Parce que jusqu'au jour où on va trouver quelque chose. D'autant plus, mystère encore qui s'épaissit, que maintenant on s'aperçoit qu'il y a des grottes, parce qu'on ne peut pas dater toutes les grottes ornées. On ne peut pas faire des datations sur toutes. Il faut que soit l'utilisation de charbon de bois, soit qu'il y ait de la calcite dessus. Bref, des fois il y a beaucoup de sites où on ne sait pas les dates. Alors certains donnent des dates parce qu'il y a le style ceci, le style cela, mais ça c'est un peu, bon, pour moi c'est un petit peu compliqué. Donc il pourrait très bien y avoir, donc peut-être dans certaines grottes, certains endroits, il y a peut-être des parties anciennes, parce qu'on sait que maintenant, avec la grotte Chauvet, il y a des artistes alors ignatiens, donc 36 000 ans, il y a 36 000 ans, 35 000 ans, qui n'ont pas. Donc 35-36 000 ans, je suis désolée, il y a qui en même temps qu'eux? Les Néandertaliens. Donc on peut se poser la question dans certains endroits, qui fait quoi? Merci Marilène Patoumatis pour nous avoir fait partager le mode de vie de Néandertal durant ces quelques minutes.